Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de gatekeeping. Le gatekeeping! Qu'est-ce que c'est que ça, le gatekeeping? C'est la surveillance de porte, comme on dit dans la langue de Molière. C'est en fait le phénomène dans n'importe quel fandom, dans n'importe quel regroupement de fans, dans lequel les fans les plus assidus, qui sont là depuis le plus longtemps, vont parfois être un petit peu réticents à accepter des nouveaux fans. Dans un hobby, ça peut être des amateurs de films, de musique ou de jeux de rôle. Parce que vous savez, dans les dernières années, le jeu de rôle est devenu beaucoup plus populaire. Je vous apprends rien. Avec Stranger Things, avec Critical Role, il y a plein de gens qui ont découvert Donjons Dragons, les jeux de rôle en général. Puis c'est plein de jeunes qui qui ont des nouvelles visions du hobby qui viennent se joindre à la communauté. Et souvent, moi, ce que j'observe récemment, c'est que il y a une certaine frange de la communauté, des passionnés de jeux de rôle, qui ont l'air de voir ça d'un mauvais œil. Je pense pas que ce soit toujours volontaire. Parfois, on fait du gatekeeping même sans le réaliser. On est un peu, comment dire, on fait rebondir les nouveaux joueurs en étant un peu fermé, un peu condescendant, un peu arrogant, puis même des fois carrément toxique. Aujourd'hui, je ne veux pas faire le procès de personne. Moi-même, j'ai l'impression qu'il y a certaines attitudes que j'adopte qui peuvent parfois rebuter des nouveaux amateurs de jeux de rôle. Donc, je vais vous donner peut-être 5 petits trucs, 5 petites pratiques que je pense que moi-même, j'essaie de faire dans ma vie pour essayer d'intégrer ces nouveaux passionnés-là, pour les faire sentir à l'aise, pour que le hobby puisse réellement grandir, grossir, se développer, puis rester un phénomène vivant, en progression, en évolution, puis pas quelque chose qui va se ratatiner puis sentir le fond de sous-sol dans 2 ans. Vous comprenez? Le premier point, moi, que j'essaye d'améliorer, je dirais, c'est d'arrêter de dire du mal gratuitement sur la 5e édition de Donjons Dragons. On a le droit d'être critique, c'est pas un jeu parfait. D&D 5e édition a des défauts, et c'est bien correct, on a le droit d'en parler, mais je vois des fois des gens carrément lever le nez avec une certaine condescendance sur Donjons Dragons parce que trop populaire, parce que trop simple, parce que trop nono, parce que c'est niaiseux de tuer des monstres, parce que, tu sais, j'ai l'impression des fois qu'il y a une espèce d'attitude un peu snob par rapport à Donjons Dragons 5e édition, et pourtant, c'est probablement le jeu qui crée le plus de nouveaux passionnés. Puis, on est tous passés par là, on a tous commencé par jouer à des jeux un peu plus accessibles, un peu plus populaires, un peu plus grand public, avant de découvrir les petits jeux brillants, nichés, qui se cachent derrière. Fait que c'est normal, si quelqu'un commence à jouer, puis joue à 5e édition, je pense que l'attitude la plus cool, la plus accueillante à avoir, c'est de l'encourager là-dedans. De pas tout de suite faire « Non, D&D 5e édition, c'est poche, man. Tu devrais plutôt jouer à Spire, ça, c'est un vrai jeu. » Je pense que des fois, on est tellement passionné, on a tellement un gros bagage de jeux de rôle dans nos valises qu'on peut parfois un peu avoir l'air prétentieux en faisant comme « Oh my God, tu joues à ça, toi. » Moi, je sais que des fois, j'ai un peu péché de ce côté-là, en étant toujours dans la proposition. Quand quelqu'un fait « Hey, j'ai commencé à jouer à Donjons Dragons », il est comme genre « Attends, man, tu devrais découvrir ça, puis ça, tu joues à ça? » Laissez les gens avoir leur fun avec ce jeu de base-là, et quand ils sont prêts et qu'ils viennent vers vous, là, oui, parfait, faites-leur des propositions. Si vous êtes là, c'est parce que vous en voulez probablement, fait que je peux vous bombarder avec des CC, mais d'ici qu'ils soient prêts, laissez-les triper sur ces jeux simples-là. Puis si quelqu'un veut passer sa vie à jouer à la 5e édition, cette personne-là n'est pas moins valide. Elle aime ça, c'est accessible, ses amis jouent à ça, parfait, tant mieux, on n'a pas à juger. Le deuxième point, un peu délicat, c'est, je pense qu'il faut accepter, puis il faut le faire le plus vite possible, accepter le fait que Donjons Dragons, la 5e édition, puis la 5.5, puis la 6e qui vont sortir, c'est un jeu qui est en évolution, puis que toutes les nouvelles éditions vont s'inscrire dans le monde moderne. Donc, c'est normal que les règles changent, c'est normal que le lore change, c'est normal que ce qui était accepté en 1970 ne l'est plus aujourd'hui. Je parle entre autres du fait que Donjons Dragons fait des efforts colossaux pour
offrir un visage plus divers, plus varié. Donc oui, les femmes dans les aventures de Donjons Dragons ne sont plus limitées au rôle de demoiselles en détresse. Oui, on va voir de la variété, on va voir des aventures qui viennent de partout dans le monde, de toutes les cultures. On va essayer d'éviter les stéréotypes et de plus en plus, on va voir aussi des aventures de Donjons Dragons qui vont proposer des récits qui sont peut-être pas juste tournés autour de la domination, de l'extermination, de la conquête, de la puissance. Peut-être qu'il va y avoir des scénarios qui vont offrir des solutions moins violentes, non violentes peut-être même. Je pense qu'il faut accepter ça, que Donjons Dragons, si c'est un jeu qui veut continuer à exister dans un monde en évolution, il va falloir que le jeu évolue. Reste que il va toujours y avoir la deuxième édition, il va toujours y avoir les vieilles versions poussiéreuses avec des couvertures qui nous rappellent Conan puis les années 30. Ça va exister, ça. Puis si c'est votre jam, j'ai pas de jugement. Vous pouvez vous rouler là-dedans, c'est bien correct. Vous faites ce que vous voulez, mais oui, le visage public de Donjons Dragons va être appelé à changer. Va vraiment offrir quelque chose qui va être un petit peu plus accessible. Puis, je pense que ça sert à rien de chialer puis vouloir que le jeu reste exactement pareil comme en 1976 quand il est sorti du sous-sol de Gary Gygax. Ça se peut pas. Vous comprenez? Le jeu doit évoluer ou disparaître. Puis je pense que si la 5e édition a le succès qu'on voit aujourd'hui, si Critical Role a le succès qu'on voit aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est adapté à la nouvelle réalité, aux nouveaux fans, aux nouveaux pratiquants du hobby. Fait que oui, ça, il faut l'accepter, le jeu va changer, puis c'est normal, puis même que c'est pour le mieux. Troisième chose, c'est un petit truc bien pratique, concret, là, mais quand quelqu'un pose une question sur les groupes Facebook, sur les Reddit dédiés aux règles des jeux de rôle, je pense que c'est pas constructif de juste répondre aux gens « lis les règles » ou « Google-le ». Quand quelqu'un arrive dans le hobby, puis qui est vraiment, réellement un peu perdu dans les règles, je pense que c'est vraiment une attitude plus accueillante d'essayer de répondre le plus clairement possible à sa question. Vous voyez le genre? Moi, j'ai vraiment vu beaucoup de gens se lancer dans les jeux de table, les jeux de rôle, puis d'être accueillis par des gens qui sont censés être des guides, là, que ce soit des animateurs dans diverses pubs ludiques, mettons, là, ou dans des magasins, dans des boutiques, puis vraiment avoir des animateurs qui vont leur répondre de façon condescendante que la réponse est des règles. Puis je le sais, je comprends, là, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais pour vrai, je sais que c'est un jeu qui est complexe. Puis tu sais, nous, il y a des trucs qui sont une seconde nature. Là. C'est quoi un modificateur? Puis pourquoi est-ce que j'ai 18 de force, mais c'est juste le plus 4 que je regarde? Pour nous, c'est une seconde nature, mais pour quelqu'un qui commence, ça fait pas de sens! Il y a tellement d'affaires bizarres dans les jeux de rôle que je pense que si quelqu'un arrive avec une question légitime, ça vaut la peine de lui expliquer, de prendre le temps de décortiquer, puis de l'accueillir là-dedans, puis d'être vraiment le plus guide possible. Fait que moi, je vous suggère, là, si vous fréquentez ces pages-là, puis que à travers les discussions de passionnés de jeux de rôle, il y a une question un peu naïve, je pense que ça vaut la peine soit de passer, c'est pas votre commentaire, ça s'adresse pas à vous, vous voulez pas répondre, fine, parfait, mais sinon, si vous répondez, essayez de le faire avec bon cœur, bonne humeur. Seigneur, ces gens-là, ils sont là parce qu'ils veulent vraiment avoir des réponses à leurs questions. T'sais. Fait que j'espère, en tout cas, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vais essayer d'être gentil. Mais des fois, je suis fatigué aussi. 4e point, inviter des gens. Jouer avec du monde différent. Tu sais, quand on a développé notre petite routine, puis on a notre groupe, puis on joue toujours avec le même monde, j'ai l'impression que des fois, c'est facile d'être dans des vieilles habitudes. Puis de pogner des réflexes, puis d'être comme « Ah, c'est comme ça que ça se joue, Donjon Dragon ». Mais la réalité, c'est que toutes les tables sont différentes. Fait que allez-y, invitez vos amis d'école, invitez votre famille, allez dans Adventure League, jouez avec des gens inconnus en ligne. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur d'autres façons de jouer. Puis c'est une façon aussi d'inclure des gens. S'il y a quelqu'un qui vous dit peut-être timidement, quelqu'un au travail ou à l'école « Ah, ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais trouvé de table », tu sais, offrir un petit peu de votre temps pour faire un one-shot. Vous n'êtes pas obligé, je ne veux pas forcer personne. Mais moi, je dois le dire, j'ai vraiment eu du plaisir à animer des one-shots pour des gens qui étaient curieux. Puis, mine de rien, parfois, ça a créé de nouvelles tables. La personne à qui j'ai montré le jeu est partie de son côté, s'est fait sa game avec d'autres amis. Puis c'est comme ça que le jeu va s'étendre, va se développer, va grossir, va grandir. Il va devenir de plus en plus varié, diversifié.
Et finalement, le 5e point, c'est de se rappeler que le jeu de rôle, ben, il n'y a pas une bonne façon de faire ça. Il n'y a pas la bonne façon de jouer à D&D ou la bonne façon de jouer à Call of Cthulhu. Chaque table a son vibe. Chaque table va interpréter les règles à sa façon. Puis je pense que c'est le plus important de se le rappeler. Fait que oui, il existe des tables variées où est-ce qu'il y a des gens de plusieurs générations, de plusieurs mondes qui vont tous interagir entre eux. C'est pas votre table, parfait. C'est correct. Il faut accueillir le fait que Donjon Dragon n'est pas une seule vision du monde. Puis ça a toujours été ça. Gary Gygax a toujours dit que le système de Donjon Dragon, il était là pour qu'après ça, les gens le prennent, puis l'incarnent de leur façon. Fait que des tables homebrew, c'est correct. Des tables qui inventent des classes, qui n'ont pas de magie, ou qui se passent dans le monde moderne, ou qui sont des cowboys, c'est correct. Je dis ça parce que je sais que des fois sur les réseaux sociaux, quand les gens vont poser des questions, rapidement, il y a quelqu'un qui va faire hey, selon la règle, ce n'est pas permis de faire ça. Selon la règle, on peut faire ce qu'on veut. des petits astérix peut-être à mettre après cette, après cette citation. Mais malgré tout, hein, l'important c'est que vous soyez libre de créer avec qui vous voulez. Fait que, allez-y, amusez-vous, invitez du monde, faites découvrir le hobby, puis soyez gentils, soyez bons, soyez accueillants, soyez généreux. Voilà ce que j'avais à dire sur le gatekeeping. J'espère que tu t'es senti accueilli dans le hobby, ou j'espère que tu t'es pas senti trop tapé sur les doigts, vieux grognard. Tout le monde a sa place ici. Fait que d'ici là, je vous dis bonne game tout le monde, amusez-vous, faites pas trop de folie.